J'ai le plaisir d'accueillir Sarah Tebeka juste au sortir du symposium que nous avons eu sur les pères aidants. Alors pères P-E-R-E-S, donc les pères dans la périnatalité. Et on a eu un symposium absolument passionnant avec plein de facettes différentes, de l'expérience vécue par les pères jusqu'aux neurosciences, en passant par des questions d'organisation des services. Et donc moi j'ai envie de vraiment commencer à poser la question sur quelle est pour un psychiatre de périnatalité, quelle est vraiment la place, comment évolue la place des pères dans ce contexte-là et comment évolue peut-être la psychopathologie qui est observée par les unités spécialisées. Alors effectivement, le Sympo était très intéressant, très enrichissant et entre autres, ça a mis en évidence que la place des pères était en transition et en continue évolution, en lien avec les évolutions sociétales également, et que ça prend de plus en plus de place finalement dans le quotidien des maternités et des soins en psychiatrie périnatale. Donc je crois que c'est un point très important. Ce qui a également été souligné, c'est que la dépression chez les pères concerne 8 à 10% d'entre eux, donc c'est extrêmement prévalent, avec évidemment des conséquences potentielles pour eux, mais sur le lien mère-enfant, père-enfant en l'occurrence, et sur les mères également, que tout ça est un système et évolue ensemble, d'où l'importance de les intégrer de plus en plus. Alors, il y a une première conférence qui a été tenue par Jordan Sibeoni sur sa propre expérience de père. Alors, une expérience que tous les pères vivent quand même plus ou moins quand il s'agit de la période périnatale et de l'accouchement. Et c'est vrai que c'était très bien décrit. D'ailleurs, il a écrit un livre à ce sujet. Et j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on peut retirer de ça? Est-ce qu'il ne faut pas encore la faire évoluer? Je ne parle même pas de père avec une quelconque pathologie, mais de l'expérience du père. Et j'ai été frappée aussi dans son témoignage par quand même l'aspect traumatique qu'il pouvait y avoir, y compris chez quelqu'un qui n'a pas de vulnérabilité préexistante. Mais voilà, cette expérience peut être relativement traumatique parfois. L'expérience dont nous a fait part Jordan Sibeoni était effectivement singulière évidemment, mais en même temps avec des outils pour tous, notamment sur effectivement la place le jour de l'accouchement et comment le père peut se positionner et doit se positionner et comment il est attendu qu'il se positionne, avec effectivement des choses qui ne sont pas toujours confortables, des moments où on peut être sidéré, où on peut être renvoyé en dehors de la pièce. Et donc tout ça, c'est des questions aussi institutionnelles qui doivent être pensées pour voir comment le père peut s'impliquer, comment est-ce qu'on peut prendre soin de lui aussi. L'urgence évidemment est aux soins donnés au nouveau-né et puis à la mère qui est vulnérable évidemment, mais le père également a une part importante évidemment dans la famille et doit être considéré de façon attentive par l'ensemble des équipes soignantes. Alors je me posais une question à ce propos, est-ce qu'il y a une quelconque préparation pour les pères, parce que quand on devient maman, on va dans les fameux cours de préparation à l'accouchement, donc on apprend un tas de choses et on apprend aussi à gérer le stress de l'accouchement, on apprend les techniques de respiration. Qu'est-ce qu'on fait pour les papas? Est-ce qu'ils sont à demi dans ces préparations? Alors de plus en plus, et il y a l'entretien prénatal précoce qui est rentré dans la loi depuis 2020, donc il doit être proposé à toutes les femmes autour du 4e mois, où les conjoints sont très fortement invités, l'objectif étant de dépister les vulnérabilités des deux parents, y compris les vulnérabilités psy, mais pas uniquement évidemment. Donc là, ils sont très fortement invités. Et ensuite, il y a effectivement 7 consultations de préparation à l'accouchement qui sont prises en charge pour les femmes, où selon les pères peuvent être admis ou non, avec pour certaines maternités des groupes de pères, un groupe de pères pour les préparer effectivement à la naissance. C'est encore des pratiques qui sont, je crois, très hétérogènes, qui ont vocation à se développer. Et dernière petite question, est-ce que les vocations des psychiatres et des pédopsychiatres et des psychiatres en l'occurrence, est-ce qu'on voit un peu un changement? Parce que, en gros, est-ce que ça se masculinise? Parce qu'on a toujours l'impression que ce sont vraiment des bastions de femmes, en fait, pour le moment.
Alors non, je crois que pour le moment, il y a quand même une très grande majorité de femmes qui portent la période périnatale et pour les psys, mais pas uniquement. Alors on a quelques psychiatres et pédopsychiatres hommes, mais de façon générale, hein, cette période-là, dans les soignants, que ce soit les puéricultrices, les sages-femmes, l'ensemble des équipes qui s'occupent de la période périnatale est encore extrêmement féminine, avec l'objectif que ça évolue, parce que les soignants hommes permettent probablement aussi d'inclure plus facilement les pères et futurs pères. Tout à fait, c'était un peu l'idée de ce propos. Mais en tout cas, pendant le symposium, on va dire que les équilibres étaient quand même tout à fait respectés avec les interventions de Jordan Siboni, de Raoul Belzo aussi, qui nous a parlé du cerveau et de toutes les modifications cérébrales dans cette période périnatale. Et là aussi, un domaine qui était tout à fait passionnant avec beaucoup de choses qu'on connaissait mal, hein, et sur l'évolution notamment de tout ce qui est préparation probablement neurologique, à un niveau neurologique de l'accueil de l'enfant. Donc vraiment des choses très intéressantes. Je ne sais pas si peut-être qu'on a le temps d'en dire un petit mot aussi. Est-ce qu'il y a quelques messages clés pour les gens qui nous écoutent? Oui, ce que le professeur Belzo a rappelé, c'était d'abord la pauvreté des données sur cette thématique-là. Il y a très peu de données à ce jour sur le cerveau et les modifications du cerveau chez le père. De façon intéressante, il nous a parlé d'une étude en particulier qui rappelait au début de la grossesse, il n'y avait pas de modification des patterns d'activation cérébrale chez les futurs pères par rapport à des hommes qui n'étaient pas ni pères ni futurs pères, donc en début de grossesse, mais que des évolutions étaient notables sur la fin de grossesse et le début de la période périnatale, et de façon corrélée à l'intensité des soins ou en tout cas à l'attachement. Donc ça, c'était effectivement des données très nouvelles qui demandent sans doute à être répliquées, affinées, mais qui donnent des pistes quand même, avec probablement des modifications neuro qui vont initier et permettre l'accordage affectif, mais aussi l'accordage affectif et le soin qui va induire des modifications au niveau cérébral. Oui. Ce qui est très intéressant dans ces données, c'est le timing en fait. Hein. Le timing est probablement, on avait aussi posé la question là de, est-ce que l'intensité de la proximité ou les soins donnés au bébé, est-ce que ça influence réciproquement cette évolution des patterns d'activation? Donc un domaine extrêmement passionnant. Franchement, la psychiatrie périnatale a de beaux jours devant elle. Et on a eu un symposium absolument vraiment très riche et vraiment donnant une très bonne image de toutes les facettes, hein, jusqu'aux soins en hôpital de jour d'ailleurs qui ont été évoqués et dont on va reparler avec le prochain intervenant. En tout cas, merci beaucoup Sarah Tebeka de t'être prêtée à cet exercice de l'interview. Merci beaucoup, et je suis ravie que les pères aient eu une place et la périnatalité ait eu une place au congrès de l'encéphale.